3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? Ça frise la moustache? Eh bien écoutez, moi ça va bien parce qu'encore une fois, lundi on a fait un gros live où vous avez fort soutenu le mouvement du Movember avec tous vos dons, tous vos subs et franchement j'en suis ravi, encore merci. Quoi qu'il en soit, de toute façon maintenant vous l'avez compris, le mercredi, comme à chaque fois, on part sur les best-of de ces grands lives du lundi, en mode Crystal Ball. Et cette fois-ci, j'avais envie d'évoquer les vétérans de la NBA parce qu'à mon sens, on n'en parle pas assez, malgré leur importance qui est primordiale. Et ouais, j'adore les petits jeunes, j'adore les petites pépites, mais je trouve qu'il y en a que pour eux en NBA. Et plus je vieillis et plus je me dis que ces gars les plus âgés, il faut les mettre en valeur. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va prendre les 18 joueurs qui ont plus de 35 ans en NBA et les classer en tiers. Le concept, je vous l'explique juste après de façon plus précise, alors on ne perd pas plus de temps. C'est parti pour savoir où en sont les vétérans en NBA cette saison. Donc comme annoncé, aujourd'hui, ce live spécial, pour mon anniversaire, moi qui vieillis, spécial vétéran, j'ai voulu faire un truc un peu rigolo, en lien avec mon âge, et je me dis que ça pourrait être marrant de parler et de hiérarchiser plutôt, tous les joueurs qui étaient plus vieux que moi en NBA. Sauf que bon, j'ai fait des recherches, et j'ai pris un méga coup de vieux, parce que je me suis aperçu que des joueurs qui étaient plus vieux que moi, et bien finalement dans la grande ligue, il n'en restait plus que 3. Donc il s'agit d'André Iguodala, Udonis Haslem et Carmelo Anthony. Et je me suis dit que si je faisais tout un live pour ne parler que de ces 3 joueurs-là, ça allait vite être très limité, très court et peut-être pas très intéressant. Donc pas besoin de vous dire mon âge, mais j'imagine qu'avec tous ces indices, vous trouverez mon âge et mon année de naissance. Mais vu que je suis trop vieux finalement pour faire ce concept, je me suis dit que je pouvais quand même le garder, mais en rabaissant l'âge. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais parler des vétérans, mais je vais plutôt évoquer tous ceux qui ont 35 ans ou plus. Et là, on augmente un petit peu le chiffre, ils sont au nombre de 18 actuellement en NBA, et l'idée, vous connaissez, je l'ai déjà fait dans d'anciennes vidéos, et même dans d'anciens lives, ce sera de les classer en tiers. Donc il y aura 5 tiers, le tier 1 ce sera l'élite, le tier 2 ce sera l'excellence, le tier 3 ce sera des bons joueurs, le tier 4 ce sera des joueurs pour qui c'est compliqué, et le tier 5 ce sera des joueurs qui seront... Alors ce sera un petit peu sévère, mais ce sera le terme washed, donc c'est-à-dire rincé. Les joueurs qui, la fin de carrière approche vraiment. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'aime faire ça au moment M en fonction de la saison qui est en cours. Donc je vais analyser leur niveau à leur H là, c'est-à-dire au moment M, j'aime bien mettre des lettres comme ça, en tout cas immédiatement en fonction du début de saison. On va essayer donc d'oublier l'immense carrière que beaucoup d'entre eux ont eu plutôt, et donc on va voir où ils en sont aujourd'hui, histoire de voir ce qu'ils valent actuellement cette saison ces vétérans en NBA, voir qui est rincé et qui ne l'est pas, qui est élite et qui ne l'est pas, et bien sûr comme à chaque fois, les modérateurs que je remercie énormément vous feront un petit sondage pour vous demander à quel tir vous auriez mis ces vétérans que je vais aborder aujourd'hui et voir si nous sommes d'accord ou pas. Parlons de Marcus Aldridge qui joue aux Brooklyn Nets, qui passe une petite vingtaine de minutes sur le terrain par match, qui marque 11,6 points, qui prend 5 rebonds, qui tourne à 63% de réussite, qui met un peu plus d'un contre par match, et qui fait quand même plutôt de bonnes stats. Surtout qu'il faut se rappeler que l'an dernier, il a dû prendre une retraite anticipée, parce qu'il avait une maladie au cœur, donc il a été obligé d'arrêter, contraint et forcé, et aujourd'hui, il a repris, il va mieux, il est guéri. Cette saison, il a passé le club des 20 000 points en carrière, donc c'est incroyable comme rebondissement. Il lui en restait dans le réservoir, et c'est très intéressant, je trouve, de voir avec son retour ce qu'il apporte à ces Brooklyn Nets. À 36 ans, je trouve qu'il reste un scoreur ultra skillé au poste, il est très adroit à mi-distance, franchement c'est hyper fort, ses mid-range sont super efficaces, ce geste, en tout cas cette distance, il la maîtrise depuis la naissance, on a l'impression, il est à 12 points par match en 20 minutes de jeu, ce que je disais tout à l'heure, et c'est quand même assez symbolique de marquer autant de points en si peu de temps, de sa capacité à mettre des ballons dans le panier les yeux fermés, surtout à 63% de réussite. Donc mettre des points, c'est inné chez lui. Depuis le début de la saison, il a déjà dépassé 2 fois la barre des 20 points, et contre toute attente, après tous ses soucis de santé, il obtient un vrai rôle en sortie de banc à Brooklyn. Bon, après maintenant, je comprends aussi pourquoi il joue pas beaucoup plus de 20 minutes. Les mauvaises langues diront c'est qu'il s'essouffle et qu'il se fatigue vite, mais la vérité, c'est qu'à mon avis, à part les points, il ne pèse pas dans assez de secteurs. C'est pas non plus un gros défenseur, c'est pas non plus un gros rebondeur, c'est un mec qui est très bon actuellement, en tout cas en fin de carrière, parce qu'il a été un bon rebondeur et un bon défenseur. Maintenant, c'est un peu plus dur quand même
de ce côté-là, mais c'est quand même un joueur qui, pour mettre des points, même à son âge, est toujours très bon. Donc peu importe tout ça, parce qu'en sortie de banc finalement, c'est un peu ce que Steve Nash veut, hein, d'avoir un intérieur capable de scorer, donc il fait ce qu'on attend de lui, il respecte très bien le game plan, c'est un gars en qui on peut faire confiance, qui fera pas d'erreur, un joueur intelligent. J'hésitais entre le tier 2 et le tier 3, donc entre excellent et bon, mais moi j'ai envie de mettre en valeur un petit peu la façon dont il a su revenir, et quand je le vois sur le terrain, en plus ça se voit qu'il prend du plaisir, il sourit, il chambre, il parle, donc le voir faire ça, surtout dans une équipe qui a de grands objectifs, qui a de gros objectifs, et qui semble se mettre vraiment en route, là, après des débuts un petit peu poussifs, pour moi, ça mérite le tier 2, donc Lamarcus Aldridge, je le mets dans les excellents, c'est mon choix, et ça je l'assume complètement, mais maintenant voilà, c'est l'heure de me dire où vous l'auriez mis. 2000 years later. Si on fait le bilan sur Lamarcus Aldridge, ça c'est partagé, hein, moi ce que je disais, j'hésitais entre le tier 2 et le tier 3, et visiblement vous c'est pareil, vous êtes 52% à être d'accord avec moi pour le mettre dans le tier excellent, dans le tier 2, et 48% dans le tier 3, visiblement tous ceux qui ont voté tier 2 c'était aussi, comme moi, pour valoriser son retour, et tout ce qu'il est capable de faire malgré les problèmes de cœur qu'il a eu, mais bon, j'ai l'impression que globalement on est plutôt d'accord concernant Lamarcus Aldridge. Joueur suivant, Carmelo Anthony, qui joue aux Lakers, qui joue 27 minutes par match, qui depuis le début de la saison tourne à 16,5 points et 4 rebonds, qui tourne à 48% au tir et un excellent 49% à 3 points, et qui met en plus de ça un contre par match et qui fait 0,7 interceptions. Donc en voilà un autre que je trouve très bon et qui lui a 37 ans, donc il fait partie des 3 qui sont plus âgés que moi, et lui en plus de ça il est bon en sortie de banc, et pour un Carmelo Anthony je trouve ça encore mieux vu tout ce qui s'était passé à l'époque à OKC, qu'il puisse briller en sortie de banc, et perso même si c'est un joueur que j'aime beaucoup et que j'ai toujours valorisé ses qualités, je m'attendais pas vraiment à un tel rendement. Sa réussite à 3 points est vraiment insolente, hein. Il est presque à 50% de réussite, depuis le début de la saison en 10 matchs joués il a déjà dépassé 4 fois les 20 points, il a même fait une pointe à 28 contre les Grizzlies, le mec il peut te sortir un 6 sur 8 de loin là, sans forcer, et le pire c'est qu'il fait ça régulièrement, il a arrêté de se poser des questions je trouve, il joue simplement au basket, et à Los Angeles, je pense qu'il est conscient que c'est l'une de ses dernières chances de remporter une bague, et voilà, hein, il semble comme un poisson dans l'eau, plusieurs fois en l'absence de LeBron, il a terminé meilleur scoreur des Lakers, et tout ça c'est tout à son honneur. Alors ok, le jeu de Carmelo Anthony c'est beaucoup d'ISO et de catch and shoot, pas grand chose d'autre, mais ça il le fait, il y a un peu de post-up aussi quand même s'il y en a moins qu'avant, et ça il le fait à merveille, et donc allez, j'avoue qu'à certaines reprises, il faut le dire, hein, il m'a même agréablement surpris en défense. Et ça, c'est invraisemblable. Quand on parle de Carmelo Anthony, il arrive à mettre une vraie intensité, il vole pas mal de ballons, il pose des contres aussi, et venant de Melo, c'est important, ça montre qu'il a envie, qu'il veut gagner, qu'il se bat, et tout ça, je trouve que c'est plutôt cool. Je l'ai lu à certains endroits, moi ça me paraît chaud, mais certains l'imaginent dans la course pour devenir meilleur 6e homme de l'année. Ce serait beau, mais je pense qu'il y a quand même trop de concurrence. J'adorerais, j'y crois pas beaucoup, mais clairement, s'il continue à ce rythme, avec cette adresse insolente à 3 points, ce qui va quand même être chaud, on pourrait parler de lui pour ce trophée, et pour le moment, en tout cas, avec toutes les blessures qu'il y a à Los Angeles, notamment sur le banc, il est le remplaçant des Lakers qui a le plus d'impact, et avec ce début de saison qui est sur les chapeaux de roue, lui, pour moi, c'est un tier 2 sans sourciller. On aurait peut-être pu parler du tier 1, mais il me semblait un peu juste, vu tous ceux qu'on mettra dans le tier 1, mais c'est un haut de panier de tier 2 pour moi, pour Carmelo Anthony, au vu de son début de saison qui est très surprenant, notamment au scoring, et même un peu dans d'autres secteurs du jeu. 6.5 hours later. Pour ce qui est de Carmelo Anthony, vous êtes 73% à me rejoindre sur le tier 2, 27% vous le voyez plus haut, donc c'est ce que je disais, hein, vous le voyez tier 1, donc comme je disais, c'est le haut du panier du tier 2. C'est vrai qu'il est très impressionnant dans ce début de saison, et pas que au scoring. Bravo à Carmelo Anthony, un vétéran qui est entre l'élite et l'excellence, donc ça montre qu'il a un très haut niveau, et on se rejoint tous là-dessus, ça fait plaisir. Joueur suivant, Goran Dragic des Raptors, qui n'a joué que 4 matchs depuis le début de la saison pour 15 petites minutes, qui tourne à 6 points, 2 rebonds et 1,5 passes avec des pourcentages assez catastrophiques de 31% au global et 22% à 3 points. Et je vais pas le cacher, lui, j'attendais beaucoup de lui, parce que au Hits, malgré son âge, c'était une pièce importante, et là, à 35 ans, à Toronto, je me disais qu'il allait pouvoir montrer des choses, parce que ça reste un vrai joueur, hein, Goran Dragic, et forcé de constater, depuis le début de la saison, que non. Faut dire après aussi qu'il est arrivé dans de très mauvaises dispositions. Il a dit qu'il voulait pas être à Toronto, qu'il espérait être dans une équipe avec de plus hautes ambitions. Depuis, il s'est ravisé, il a présenté ses excuses. Mais bon,
Tout ça, quand tu arrives dans une nouvelle équipe et que tu as un tel discours, c'est quand même souvent très mauvais signe. Et là, ça se voit parce que rien ne va depuis le début de la saison. Son premier match, il le fait titulaire, il a perdu ce statut-là dès le premier match, puis au bout de 4 matchs, il sortait du banc pour les matchs 2, 3 et 4, depuis il joue même plus, il est en DNP, il est bloqué tout au bout du banc, et comme par hasard, après, je veux pas dire que c'est lié, mais en tout cas, à partir du moment où il a plus joué, les Raptors ont enchaîné 5 victoires après un début de saison compliqué. Et bon, après, voilà, c'est pas non plus tout lié, c'est pas non plus la seule raison pour laquelle les Raptors se sont mis à gagner, mais en même temps c'est vrai que lui quand il a joué il a pas montré grand chose, hein. Il avait une adresse catastrophique, il avait une vitesse qui n'était plus la même que celle avec laquelle j'avais l'habitude de le voir jouer, il a semblé impliqué ni en attaque ni en défense, même si bon sa science du jeu pouvait le sauver un peu, il a l'air de faire la tronche un peu je trouve, la perte de temps de jeu ne lui convient pas, et c'est dommage pour un joueur qui s'était régalé en tant que 6ème homme à Miami et qui n'avait aucun problème à sortir du banc. Là à Toronto il a quand même l'air d'être dans d'autres dispositions. Je pense que ça va être un vrai candidat pour un buyout à la mi-saison, en cours de saison, pour aller au minimum chez un contender. Et en attendant, même si ça me paraît sévère de dire qu'il est rincé, parce que je suis sûr qu'il en a encore sous le capot, là je pense que c'est surtout le contexte et la motivation qui ne l'aident pas, mais si on isole ses premiers matchs de début de saison, il a rien montré, et donc je le mets au tier 5, ce pauvre Goran Dragic, et ça me fait mal au cœur, parce que c'est un joueur, un Slovène, que j'apprécie beaucoup, et qui je suis assez persuadé pourrait faire mieux ailleurs. A few inches later. Concernant Goran Dragic, vous êtes 55% comme moi à le voir au tier 5, 41% le voit un peu mieux au tier 4, en l'excusant par rapport au contexte, je peux tout à fait comprendre, mais pour moi ce contexte il a pas su en tirer profit, et c'est pour ça que j'ai préféré être sévère et le mettre au tier 5, et on a 5% de trolls des fans de Goran Dragic visiblement, qui eux le mettent au tier 1, parce que pour eux, un joueur qui est en DNP et qui a perdu tout son temps de jeu dans une équipe comme Toronto, visiblement ça mérite l'élite. Prochain vétéran que l'on aborde, Taj Gibson des New York Knicks, qui joue 16 minutes par match, qui tourne à un peu plus de 4 points et 4 rebonds, qui tourne à 55% au tir, et qui pose un contre par match. Lui, c'est le guerrier vétéran des Knicks, c'est un petit peu la muse de Thibodeau, hein, qui a joué avec lui à Chicago, qui a joué avec lui à Minnesota, qui joue maintenant avec lui à New York, et en même temps, je comprends Thibodeau qu'il ait envie que ce joueur le suive partout, parce qu'il est un petit peu le mec idéal pour transmettre ses valeurs, le combat, la défense, le sacrifice, et ça, pour la deuxième saison avec Thibodeau sous le maillot des Knicks, Gibson le fait très très bien. Et ce que j'apprécie, c'est que quel que soit son temps de jeu, quel que soit son rôle, quel que soit l'adversaire qu'il est en face, il fera toujours un maximum d'efforts sur le terrain. C'est super appréciable, hein, il donne l'exemple aux jeunes, il donne le ton pour toute l'équipe. Alors ses stats, c'est déjà pas mal, hein, j'allais dire elles font pas rêver, mais mine de rien, 4 points et 4 rebonds en un faible temps de jeu, c'est déjà très fort non, mais c'est déjà pas mal. Et quoi qu'il arrive, son importance est primordiale, même si elle se voit pas forcément dans les chiffres. Comme je disais, c'est le vrai relais de Thibodeau sur le terrain, il transmet les consignes, il prend tout ce qu'on lui donne. Quand Nerlens Noel est absent, il va assurer, et comme l'autre jour face aux Pels, il a mis 13 points, il a pris 7 rebonds avec un panier super important dans le money time sur une passe de RJ Barrett. Quand Nerlens Noel est là, Gibson joue moins, voire pas du tout, mais c'est pas grave, il se tient prêt, il continue à donner les conseils et les consignes sur le banc, et tu peux être certain que dès que tu feras appel à lui, il sera actif et utile dès la première minute, et ça fait super plaisir. Je trouve qu'à 36 ans, il en a encore sous la pédale, donc attendez-vous à ce qu'il donne tout, en attendant qu'il devienne coach, hein. Il l'a déjà plus ou moins évoqué, qu'il se voyait peut-être assistant dans un avenir proche, et je me dis que si Thibodeau est encore actif, il pourrait faire de Taj Gibson très très vite son assistant numéro 1, vu le lien et la relation qu'il y a entre les deux. Mais revenons un petit peu au terrain, et avec tout ce qu'il montre et sa faculté à se tenir prêt tout de suite quand il faut, moi je le trouve bon, hein, Taj Gibson. Ça suffit pas pour être au tier 2 avec des Aldridge et des Carmelo Anthony, mais un tier 3 me semble amplement mérité pour Taj Gibson, en attendant de voir ce que vous en pensez. A few moments later. Pour Taj Gibson, encore une fois, vous me rejoignez en masse, hein, 75% à le mettre au tier 3. Comme je disais, les adjectifs élite, excellent, bon, compliqué et washed, ce sont juste des indicateurs qu'il faut pas prendre en compte tout le temps, hein. C'est pour ça que c'est vrai que c'était sévère juste avant de mettre Goran Dragic dans les rincés parce que sa situation est compliquée. Donc retenez plutôt tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 et tier 5. Je l'ai lu dans le chat et je trouve que c'est une très belle citation. Si le jeu de Thibodeau devait avoir un nom, ce serait Taj Gibson, et ça correspond très bien à ce qu'il apporte au Knicks. Voilà pourquoi moi je le mets au tier 3 et que vous êtes assez d'accord pour le mettre à ce niveau-là, malgré des stats qui font clairement pas rêver, mais il a un impact qui est beau et une mentalité qui est magnifique. Donc bravo à Taj Gibson pour son début de saison. Parlons de Jeff Green des Nuggets, qui cette saison joue 16 minutes par match,
pour 6,7 points, 1,8 rebonds, une passe, une adresse au shoot un peu compliquée, 40% au shoot globalement, 20% à 3 points, et pas grand chose d'autre, hein, pas de gros stats défensives. Donc ouais, je vais pas le cacher, je suis déçu, j'en attendais beaucoup de Jeff Green, parce qu'il avait fait une saison très intéressante à Brooklyn l'an dernier, mais là, alors qu'il vient de fêter ses 35 ans, je trouve que son arrivée à Denver est très compliquée. Son temps de jeu est plutôt régulier, mais lui, son jeu à lui, et son adresse notamment, n'est vraiment pas régulière. Et vu que, comme je disais, il pèse quasiment dans aucun autre secteur, je trouve ça dommage. C'est pas un mec qui distribue le jeu, ça n'a jamais été un grand passeur, hein, Jeff Green. Il défend peu cette saison, même s'il avait montré de belles choses à Brooklyn. Il prend peu de rebonds, et ça pique quand en plus de ça, tu mets pas tes tirs. Depuis le début de saison, il a enchaîné 13 tentatives de loin sans en mettre une seule, là, sur plusieurs matchs consécutifs. Cette série, elle est terminée, mais elle est moche, franchement. Son plus-minus de moins 7 dans une équipe au bilan positif, c'est parlant, hein, du faible impact, voire de l'impact négatif, même si c'est très sévère de dire ça, qu'il peut avoir dès qu'il rentre sur le terrain. Et pour le moment, c'est difficile de dire qu'il apporte grand chose aux Nuggets. Alors après, c'est trop tôt pour dire qu'il est complètement rincé aussi. Et comme je disais, quand les shoots veulent bien rentrer, il est capable de mettre des points. Il a peut-être juste vécu une mauvaise série avec une perte de confiance. Il a peut-être besoin d'un temps d'adaptation. Quand ses tirs rentraient, il l'a montré 2-3 fois cette saison qu'il pouvait atteindre 13-14 points. Donc je vais pas le mettre dans les washed parce que voilà, enfin, ou en tout cas au tier 5. Pour moi, le tier 5, il va bien pour un Goran Dragic qui a perdu totalement son temps de jeu. Jeff Green, lui, je le mets un petit peu au-dessus parce qu'il en est pas encore là. Il a encore du temps de jeu. Quand ses shoots rentrent, il a montré des belles choses, mais je le mets pas beaucoup plus au-dessus. Pour moi, c'est compliqué quand même pour Jeff Green, et donc un tir fort me semble cohérent le concernant. One eternity later. Pour Jeff Green, vous êtes 79% à me rejoindre et à le mettre au tir fort. Vous êtes 17% à le mettre au tir 5, encore plus bas que moi. Donc vous êtes sévère avec lui, mais je peux le comprendre. Et 4% qu'il voit un peu au-dessus au tir 3. Certains disent qu'il a régressé au shoot. Alors régressé, je pense pas qu'on régresse comme ça, mais à mon avis, par contre, il est pas en confiance. Certains disent qu'il a du mal à s'habituer à l'altitude de Denver et qu'il va s'améliorer. Allez, on peut lui souhaiter que ce soit ça et qu'avec son expérience et quand même le talent qu'il a, parce que c'est un joueur talentueux, malgré ses 35 ans, et on peut espérer qu'il puisse progresser d'ici la fin de saison, et on l'attendra quand ça comptera sûrement un peu plus. On passe désormais à Udonis Haslem, qui lui n'a joué que 2 petits matchs depuis le début de la saison, pour des moyennes de 2 minutes, 1 point et 1 rebond par match, 33% au shoot, et rien d'autre à se mettre sous la dent parce que tout le reste est à 0. Bon, on va pas rester trop longtemps sur lui, il ne joue que lors du garbage time, de toute petite période, hein, j'ai dit 2 minutes par match. Sa carrière de joueur, elle est pas finie, mais quand même presque, en tout cas en compétition, mais bon, il reste quand même un mec qui est iconique dans l'histoire du Miami Heat, qui comme Gibson montre l'exemple sur le terrain, qui donne le ton, relaie les consignes de Spoelstra, lui, dans une équipe comme le Heat, avec des objectifs de win et une mentalité de guerrier, c'est important, hein, je trouve, qu'il y a un Haslem qui rappellera toujours tout le monde à l'ordre si ça dérape, si quelqu'un met pas d'intensité, si quelqu'un s'entraîne pas sérieusement, Haslem va lui mettre un coup de pied aux fesses, hein, et c'est pour ça, je pense qu'à 41 ans, il a encore un contrat en NBA, c'est le joueur le plus vieux de la ligue, hein, encore un qui est plus vieux que moi, donc big up à lui. Par contre, même si son rôle sur le banc ou dans le vestiaire est important, si je juge le jeu, hein, et je suis là pour ça quand même, pour juger principalement le jeu, je suis obligé de dire qu'il est rincé depuis 1 ou 2 ans. Lui qui en cumulé n'a joué que 8 minutes lors des 2 dernières saisons, c'est difficile de le mettre au tir fort par exemple. Mais bon, si t'as quand même besoin d'un mec pour mettre un coup, une claque, ou soit un coup de pied aux fesses au coéquipier, soit un coup de genou à un adversaire, il répondra présent. Dwight Howard s'en rappelle, je pense. L'année dernière, les seules minutes d'Haslem, il s'est pris la tête avec Howard et les deux ont été exclus. Donc ça, c'est assez symbolique, hein, c'est assez mythique ce qui s'est passé. Mais bon, malgré ces anecdotes que je trouve rigolotes, moi ça ne me suffit pas pour le placer plus haut que le tier 5, donc je mets Haslem au tier 5 en tant que joueur à côté de Dragic, même si je suis persuadé que dans le vestiaire et à l'entraînement et sur le banc d'ailleurs aussi, il a un rôle qui est primordial pour véhiculer la culture du Heat et de Erik Spoelstra. 3 days later. Pour Udonis Haslem, vous êtes 71% à me rejoindre, hein, à dire que le tier 5 est bien mérité, parce qu'aujourd'hui il a presque plus un rôle d'assistant que de joueur, même si c'est un assistant en short. Vous êtes 18 à le voir un petit peu plus haut, tier fort, donc j'imagine pour le rôle qu'il remplit sur le banc et sur les vestiaires, hein, ce rôle-là que je disais, ce côté âme de l'équipe. Par contre, 12 pour le tier 3, vous êtes sûrement des fans d'Udonis Haslem, parce que là, dans ce cas-là, je vous trouve vraiment gentil, avec un mec qui joue si peu, mais c'est votre choix aussi. Allez, passons à George Hill maintenant, qui joue aux Bucks, qui présente un bilan de 4 victoires pour 6 défaites. Lui, il joue 27 minutes par match pour des moyennes de 7,6 points, 3,4 rebonds et 3,2 passes, ce qui est plutôt honorable. Des pourcentages plutôt honorables aussi, hein, vu qu'il est à 45% au shoot, 36% à 3 points et 90% au lancer franc. Une interception.
c'est plutôt complet, c'est plutôt propre. Et en fait, je vais être cash, je vais aussi aller vite avec lui. Je trouve que sans être excellent, il fait le job comme il faut, il pèse dans tous les secteurs du jeu, il joue avec expérience, il est capable de mettre de gros shoots, il est régulier, il défend un minimum, il prend quelques rebonds, il distribue le jeu. Alors qu'est-ce qu'on peut lui reprocher vraiment ? Pas grand chose, à part peut-être que les Bucks ont des difficultés. Mais bon, ce serait sévère de dire qu'il fait partie des principaux responsables. Je le trouve bon à 35 ans dans son rôle de meneur de backup derrière Jrue, derrière un contender, mais malheureusement un contender qui a un bilan compliqué pour le moment, donc ça aurait pu être un tir-tout je pense si les Bucks avaient réalisé un meilleur début de saison, mais pour le moment c'est pas vraiment le cas. Par rapport à un Aldridge et à un Anthony, je le vois quand même en dessous, ce cher George Hill, et donc voilà, peut-être que si les Bucks avaient réalisé un super début de saison en étant invaincus, un tir-tout aurait pu être discutable, mais pour l'instant moi je trouve ça plus cohérent de le mettre au tier 3. 12 seconds later. Ok, concernant George Hill, encore une fois, et ça fait plaisir, on est plutôt d'accord, vu que vous êtes 71% à me rejoindre sur le tier 3. Par contre, là où je suis surpris, c'est que je pensais que ça allait plutôt négocier entre le tier 2 et le tier 3, parce que moi, personnellement, j'ai un petit peu hésité, et finalement, il n'y a que 5% d'entre vous qui le voient au tier 2, par contre, 24% qui sont très sévères avec lui, qui le mettent au tier 4. Vous êtes sûrement déçus par le début de saison des Bucks, mais voilà, je trouve que George Hill est difficilement critiquable pour ce début de saison un peu chaotique. Il a un plus-minus qui est positif, même s'il n'est pas énormément positif, de plus 1,7. Pour moi, tier 4, ça me semble quand même un peu sévère, mais bon, c'est votre choix, je le respecte comme on dit. Donc vient maintenant Al Horford des Celtics. Les Celtics qui sont dans une situation difficile, avec un Al Horford qui joue 30 minutes par match, un tout petit peu moins, 29,5, qui tourne à 13,5 points et 9,4 rebonds de moyenne, avec plus de 3 passes aussi de moyenne, qui a des pourcentages moyens, 44% au tir, 28% à 3 points, mais 91% au lancer franc, et par contre 2,6 contre, et ça c'est quand même très solide, 2,6 contre, pour un pivot. Enfin, quel que soit le poste, de toute façon, c'est solide. Et je vais pas le cacher, Al Horford, depuis le début de la saison, c'est ma bonne surprise un peu. Il avait montré quand même de belles choses à OKC, mais c'était compliqué de donner de la valeur à ces choses-là, vu que l'équipe tankait, et je m'étais quand même dit, après son passage à Philly, je pense que j'étais l'un des premiers à annoncer tout le monde qu'il était rincé déjà, ou pas loin, et là, même si tout ne va pas bien collectivement à Boston, très loin même, qui a tout plein de soucis à gérer, je trouve que Al Horford, pour son retour dans la maison verte, il s'en sort très bien. Il est en mode machine à double-double, il a atteint ou dépassé 6 fois les 10 rebonds en 8 matchs joués, et surtout je trouve d'une régularité incroyable à 35 ans. On sent qu'il a vraiment envie de donner le ton, notamment en défense, même s'il n'est pas un leader né, même s'il n'a pas une grande bouche comme un Marcus Smart par exemple. Ça me plaît bien ce qu'il montre, je retiendrai particulièrement les 20 points qu'il a mis contre Chicago, ou encore son match à 12 points, 12 rebonds, 7 passes et 3 contre, un truc comme ça contre Orlando. Depuis son départ en fait à Al Horford des Celtics, Boston est orphelin, et Boston cherche un vrai pivot, et en fait il a suffi qu'ils reviennent pour pouvoir trouver leur pivot. Pour moi, Horford il a vraiment compensé cette faille-là, c'est tout à son honneur. À mon sens, il n'est pas du tout responsable des soucis qu'il a réglés à Boston, au contraire, je pense qu'il les empêche quand même de couler. Ça fait du bien d'avoir un gars si constant au milieu de tous ces autres gars qui eux ne le sont pas du tout. Donc pour moi, Al Horford, malgré la saison compliquée des Celtics pour l'instant, c'est un tier-2 qui est bien mérité. 3:28 a.m. Ok, donc pour Al Horford, vous êtes 59% à me rejoindre, à le mettre au tier 2, c'est la grande majorité, de toute façon, 59% qui me rejoignent. Vous êtes 24 à le voir dans l'élite, parce que vous êtes très très content de ce qu'il apporte, et je peux aussi l'entendre, que Al Horford, vous le voyez vraiment vraiment très bon, et vous êtes par contre 18% à le voir un peu plus bas au tier 3, en disant que Boston ne réussit pas assez pour classer Horford plus haut. Moi je trouve qu'on est pas mal au tier 2 entre les deux, et comme je disais, je le pense pas responsable des déboires des Celtics, donc je trouve vraiment qu'il est excellent, ce Al Horford en début de saison, donc un tier 2 c'est plutôt mérité. Le prochain c'est Dwight Howard. Dwight Howard qui aux Lakers joue 14 minutes par match, tourne à 4,9 points, 4,4 rebonds, à 67% au tir, 100% à 3 points, il en a mis un, bon je sais pas, il a fait un peu le tour du monde sur les highlights, donc il est à 1 sur 1. Une interception, 0,6 contre. Alors désolé Dwight, je vais être un peu sévère avec toi, même si tu n'es pas là pour m'écouter. Je remets pas en question le joueur légendaire qu'il a été, notamment au Magic. Pour moi il était l'un des principaux oubliés du top 75 de la NBA. Par contre, force est de constater que depuis 2-3 ans, moi je trouve en tout cas qu'il est sur la pente descendante. Je le trouve déjà bien loin, le Dwight qui était champion en 2020 avec les Lakers. Alors ok, il met de l'impact quand il rentre sur le terrain, il donne de l'énergie, ça on va pas lui enlever. Par contre je trouve qu'il a vraiment du mal
mal à se canaliser. Il a toujours une très bonne forme physique, hein, toujours des qualités athlétiques de dingue, même si forcément elles sont moins importantes que celles qu'il avait à Orlando à l'époque. Mais je trouve que son jeu est de plus en plus brouillon. Déjà, ça s'est vu l'année dernière avec les Sixers, hein, je l'ai regardé tout le long de la saison, et je trouvais que plus la saison avançait, et plus ça devenait un peu ingérable, ses passages sur le terrain. Il apportait de très bonnes choses, mais il y avait aussi des choses qu'il apportait qui étaient vraiment énervantes au quotidien. Je le trouve de plus en plus incontrôlable, et ça se voit encore avec les Lakers cette saison. Son positionnement au rebond est moyen, ses écrans sont régulièrement illégaux, il fait des fautes sur ses écrans, ses sauts, il en fait, hein, c'est clair, il saute, mais c'est pas toujours dans le bon timing, et ses mains, aïe aïe aïe, en attaque, franchement, on a l'impression qu'il les a tartinés de beurre. Donc maintenant, je suis très sévère, hein, je suis conscient avec Dwight Howard, surtout au vu de toute sa carrière, mais je le répète, on parle que de cette saison, et comme je disais, il apporte de l'énergie, il apporte de l'impact, et ça c'est pas mal, ça peut quand même réveiller une team sur de courtes périodes, mais pour le moment, faut dire que ça marche pas de ouf avec les Lakers. La prise de tête en plus qu'il a eu avec AD en début de saison face aux Suns, même si elle semble oubliée, hein, elle m'a pas vraiment rassuré, parce que tout serait parti de toute façon d'un Dwight Howard qui voulait pas écouter les consignes de Vogel sur pick and roll. Ça montre encore une fois à quel point il est incontrôlable. Après voilà, c'est bien d'être un compétiteur, c'est bien de vouloir mettre de l'énergie, c'est bien de mettre de l'intensité, et presque ça peut être bien de se disputer avec ses coéquipiers quand c'est pour la win. Donc tout ça, je pense que Dwight il l'a, et c'est bien, surtout qu'en plus depuis le clash, on le voit vraiment, et je pense qu'il en fait un peu trop exprès pour montrer que tout est digéré. On le voit encourager AD depuis le banc, mais je trouve que son jeu est bien trop brouillon pour jouer plus de 15-20 minutes par match, et pour moi, c'est quand même compliqué ce début de saison de Dwight. Donc enfin voilà, on aurait pu parler du tier 3, mais pour moi c'est plutôt du tier 4 à côté de Jeff Green. Ça me semble pas mal. 3 weeks later. Pour Dwight Howard, vous êtes 85% à le voir au tir fort comme moi. Vous êtes 15% à être un petit peu plus tolérant, à le mettre au tier 3. Quand j'ai fait le bilan un peu de vos messages dans le chat, vous me rejoignez un petit peu dans le côté « il est incontrôlable ». J'ai lu que c'était un gamin qui maintenant voulait un peu en faire qu'à sa tête et n'en avait rien à foutre des consignes du coach. Je trouve que c'est un peu sévère, c'est caricatural, mais c'est vrai qu'il y a de ça. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis au tier fort. Et puis, certains me disent carrément dans le chat il est terminé. Là je trouve que c'est quand même un peu violent, mais j'ai peur qu'il change plus quand même Dwight, et c'est vrai qu'il a ce côté grand gamin qui me fait qu'en tout cas sur ce début de saison c'est difficile de le mettre au-dessus que ce tier fort, où je dis que c'est plutôt compliqué pour les joueurs qui y appartiennent. On va parler maintenant de André Iguodala des Warriors, qui a joué 7 matchs depuis le début de la saison pour une vingtaine de minutes par match, avec des stats qui peuvent paraître insignifiantes au premier abord, mais qui sont quand même complètes: 3,7 points, 4,6 rebonds et 3,9 passes, avec des pourcentages qui sont très moyens: 38,5%, 26,7% à 3 points, 50% en lancer franc, 0,9 interceptions, 0,6 blocs. Donc en fait, il n'y a rien qui fait de façon excellente, mais n'empêche qui remplit un petit peu toutes les colonnes. Donc ouais, moi je veux commencer par parler de son scoring, et c'est sûr que 38% au tir et moins de 4 points par match, ça peut faire peur si on ne regarde que les chiffres. Mais heureusement, les chiffres ça ne fait pas tout. Surtout dans une équipe comme les Warriors, justement, qui a de vrais objectifs pour cette saison. Et ce que montre Iguodala, moi je vais pas y aller par 4 chemins, depuis le début de la saison, ça me plaît beaucoup. Ok, parfois, il a l'air d'être complètement à bout de souffle en attaque. Ses 37 ans, dans son body language et de sa manière de se déplacer et de récupérer un peu, je trouve qu'il se sente. Mais en vrai, c'est quand même un sacré bosseur, qui a une condition physique de fou et un sens du jeu impressionnant. Ça compense son manque d'adresse, ça. De toute façon, il a jamais été adroit dans sa carrière, ça n'a jamais été un excellent shooter. Et puis le mec, il fait toutes ces petites choses qui sont super importantes. En attaque, il distribue, il a fait un match à 10 passes décisives récemment face aux Pels. En défense, il fait le taf, il est toujours bien placé, il est toujours très actif et il est solide mine de rien. Au rebond, il est là, comme l'autre jour face à OKC. Il a mis 0 points, c'est sûr, mais il a pris 9 rebonds. Et en fait, je trouve que dans le dispositif de Kerr, le mec, il est dans ses petits souliers. Il se régale, il coche toutes les cases. Et ça montre que quand tu prends soin de ton corps, quand t'as une vraie éthique de travail, que tu joues avec ton cerveau et que t'as de l'expérience, c'est ce qui arrive. T'es un joueur qui, ok, fait pas des stats de fou, mais qui est intéressant, qui est important et qui est valuable, quoi. Donc je le répète, moi, mais c'est surtout son playmaking qui m'impressionne. Certaines de ses passes, c'est juste du génie. Alors attention, je vais pas non plus dire que c'est du Chris Paul, on est loin du point god, mais qu'est-ce qu'il fait du bien dans cette équipe des Warriors, alors qu'en vrai, en plus, André Iguodala, autant les Warriors j'y croyais cette saison, mais André Iguodala, si je suis honnête, j'y croyais peu. À Miami, le mec, quand même, l'année dernière, il me semblait un peu dans le dur, et pourtant, pas du tout. Il a suffi qu'il retrouve ses petites habitudes en Californie pour retrouver ce qu'il savait faire, en tout cas. Et si vous en doutez, de l'impact que peut avoir Iguodala chez les Warriors, dites-vous qu'il a un plus-minus de plus 9, et ça prouve que c'est un maillon essentiel pour le collectif. Moi, quand il a signé, je pensais que ce serait surtout une présence dans le vestiaire, et finalement, il est bien plus que ça. Je suis vraiment content pour lui, parce que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Je le trouve un peu trop juste pour le tier 2,
un peu trop juste, mais tier 3 bien mérité, et pour moi, allez, ça pourrait être un tier 2,5, mais quand je vois qu'il y a du Aldridge, du Anthony et du Horford au tier 2, je les mets quand même au-dessus, et ça me semble un peu plus cohérent avec George Hill et Taj Gibson, mais tous ceux qui voteront pour le tier 2, d'ailleurs on va voir ce que vous votez maintenant, ça m'ira très bien. Many months later. Pour André Iguodala, 67% à voter pour le tier 3. Mais c'est assez partagé. Chacun a des visions différentes d'André Iguodala. De ce que j'ai lu dans le chat, certains s'axent beaucoup sur le chat, sur les stats. D'autres s'axent plus sur l'impact. Pour moi, les stats ne veulent pas tout dire. Donc l'impact est quand même beaucoup plus important. Mais ça montre un petit peu et ça explique ces disparités. Donc ouais, 67% pour le tier 3, 17% pour le tier 2, 8% pour le tier 1 carrément. Et 8% qu'il voit au tier 4 et qui trouve que son début de saison est compliqué. Chose avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord, tellement je le trouve mieux que l'année dernière et tellement important, que ce soit dans le côté leadership, que dans le côté playmaker, dans le côté homme à tout faire, avec sa polyvalence sur le terrain pour les Warriors. Je le trouve excellent, André Iguodala, pour un joueur qui a 37 ans, encore plus d'ailleurs. Parlons maintenant de LeBron James, qui lui joue 37 minutes par match, pour des moyennes de 24,8 points, 5,5 rebonds et 7 passes sur les 6 matchs qu'il a joué, des pourcentages plutôt bon, hein, 46,7% au tir, 34,7% à 3 points, 78% au lancer franc, 2,3 interceptions, 0,8 contre, on peut lui reprocher ses 4 balles perdues, mais c'est quand même du grand LeBron James. Après, personne n'est éternel, c'est sûr, mais le hashtag qui disait que le King était rincé juste avant la saison, je trouve qu'on en est loin quand même. S'il a des soucis, en tout cas, c'est pas sur le terrain, c'est plutôt avec son corps. Là, il a manqué 4 matchs déjà, d'abord 2 à cause d'une petite entorse à la cheville, là maintenant il est absent en raison d'une blessure aux abdos. De ce que j'ai lu, c'est pas trop grave sa blessure. S'il était en playoff, il serrerait sûrement les dents et il jouerait. Le souci, c'est qu'avec ce type de blessure, c'est que même si c'est pas insurmontable, ça peut mettre du temps à guérir et ça peut être douloureux, et surtout ça pourrait s'aggraver. Alors le staff médical des Los Angeles Lakers, je peux les comprendre, préfère prendre son temps, parce que l'objectif c'est pas de gagner des matchs de début de saison régulière, c'est plutôt de bien se classer en play-off et d'être performant au moment de la post-season. Donc je comprends qu'ils veuillent tout faire pour économiser le King. Donc là maintenant, alors qu'il va fêter ses 37 ans, c'est tout à fait normal que le staff de Los Angeles prenne ses précautions. Maintenant, quand il est sur le terrain, c'est ce que je veux dire pour enchaîner, je trouve que quand il est là pour de bon. Donc, comme je disais, il joue plus de 37 minutes en moyenne, il a des stats qui sont très grosses dans tous les secteurs, il a une adresse qui est très respectable. Contre Houston, même si c'est pas son meilleur match offensif, il a mis 10 points de suite dans le 4e quart-temps pour donner un avantage décisif à sa team et permettre la win. Son côté game changer est toujours présent. Qu'est-ce que vous voulez lui reprocher en vrai? Que les Lakers font un début poussif peut-être, ok, sauf que quand LeBron est là, mine de rien, ils ont un bilan de 4 victoires pour 2 défaites, donc c'est sûr, hein, le King est plus aussi athlétique et explosif que ce qu'il était plus jeune dans son prime, mais lui aussi, il prend soin de son corps, il est toujours là, il a une longévité qui est impressionnante, son QI basket et son XP sont toujours d'un niveau exceptionnel, élite même, donc ça lui permet vraiment de briller, à bientôt 37 ans là, dans quelques semaines, pour moi il fait toujours partie de l'élite des vétérans bien sûr, mais aussi de l'élite de toute la ligue, même si peut-être que sa place de numéro 1 se discute désormais, clairement même, en tout cas si on parle juste des vétérans, évidemment qu'il est dans le tier 1, et là il n'y a aucun débat possible, et tous ceux qui ne le mettront pas dans le tier 1, dans le chat qui va suivre, il faudra que vous m'expliquiez pourquoi. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ok, en tout cas, pour ce qui est de LeBron, ça montre un petit peu ce que je pensais. Il y a toujours des trolls qui refusent de dire que même parmi les vétérans, il mérite le tier 1. Parce que, bon, vous êtes quand même 88% à l'avoir mis au tier 1, et tout le reste, vous l'avez mis au tier 2. Donc, pour moi, c'est incompréhensible, hein, de penser que parmi les vétérans, il n'appartient pas à l'élite. Mais bon, quand LeBron est un joueur qui divise, certains, je pense, c'est une question de principe, refuseront de le mettre dans l'élite de quoi que ce soit. Donc tier 2 quand même pour certains d'entre vous. Je pense pas qu'un jour LeBron puisse faire l'unanimité. C'est comme certains autres joueurs, ça fait partie de ce genre de gars que les haters aiment bien troller. On enchaîne avec Kyle Lowry qui a joué 8 matchs depuis le début de la saison, qui passe 32 minutes sur le terrain, qui tourne à 11 points par match, qui tourne à un peu plus de 5 rebonds et demi, 7 passes et demi, qui a des pourcentages moyens, 43% au tir, 38% à 3 points, ça c'est pas mal, 89% au lancer franc, ça c'est très bien, 1,3 interceptions. Et qu'il est bon, je trouve, ce Kyle Lowry, et qu'est-ce qui semble se plaire à Miami. Là, il a 35 ans, et l'an dernier, à Toronto, j'avais l'impression qu'il était vraiment sur la pente descendante, mais en fait, je crois que le truc, c'est que l'an dernier, les Raptors étaient dans le dur, et Lowry, je trouve que autour de lui, il a besoin de compétiteurs, et il a besoin d'un vrai système pour pouvoir briller. Et là,
au sein du 8, à Miami, je trouve qu'il a clairement trouvé ça. Il a trouvé une équipe à son image, une équipe qui lui correspond, une équipe intelligente qui se bat et qui est prête à se sacrifier. Et si vous voulez la meilleure preuve de tout ça, c'est qu'il raconte lui-même qu'il a même pas eu à s'adapter quand il est arrivé à Miami. C'est les autres qui l'ont fait autour de lui. Et ça, c'est des coéquipiers en or, je trouve. Mais pas que les coéquipiers. Il y a le coach aussi, Erik Spoelstra, qui a fait de belles choses, qui a ramené des systèmes avec lui que le meneur affectionnait à Toronto. Et je trouve ça génial. Et tout ça, ça fonctionne du tonnerre avec le 8. Donc ok, il marque 11 points par match. Ok, il shoot qu'à 43%. Mais est-ce que c'est bien grave quand il cumule plus de 5 rebonds et plus de 7 passes, qu'il possède un plus-minus de plus 10, et surtout que autour de lui, l'équipe gagne en montrant du très beau jeu. Le mec peut faire tout ce qui est nécessaire pour la win, il le fait bien, il peut impliquer ses coéquipiers, il peut se sacrifier individuellement, sauf que quand ses coéquipiers sont pas là, il peut aussi prendre les rênes. Son match à 20 points, 12 rebonds, 10 passes, tout en défendant très fort face à Utah m'a fait rêver. J'aime aussi parce que ce que j'aime chez lui, c'est qu'il pense toujours à accélérer le jeu, parce que c'était un petit peu le souci du 8, qui jouait tout le temps sur demi-terrain, qui avait un pace très peu élevé, et là, je trouve que même si c'est pas non plus l'équipe la plus rapide du monde, depuis qu'à Kyle Lowry, ça l'est beaucoup moins, parce que même après un panier encaissé, et Jimmy Butler, ça l'énervait, il en plaisantait, mais il disait, moi j'en peux plus. Dès la remise en jeu, j'ai même plus le temps de me reposer, parce que Kyle Lowry va toujours de l'avant, il pousse toujours le ballon, et je trouve que depuis son arrivée en Floride, avec tout ça, le meneur est hyper convaincant. Ça me plaît, il est là pour gagner, il correspond vraiment à la culture de cette équipe, je trouve que sa relation avec Butler est excellente, sa relation avec Adebayo est excellente. Alors évidemment, il y a des disparités dans tous les tiers, on peut pas avoir que des joueurs du même niveau, mais pour moi, il semble au-dessus de tous ceux que j'ai mis au tier 2, et même si évidemment je trouve que LeBron James est un meilleur joueur actuellement que Kyle Lowry, je le mets au tier 1, Kyle Lowry, avec le King, parce que pour moi il est au-dessus des 3 que j'ai mis au tier 2 jusque là. Alors ok, pour Kyle Lowry, vous êtes 53% à me rejoindre pour le tier 1, 42% qu'il voit au tier 2 et 5% quand même au tier 3. Et l'argument principal, et je peux très bien l'entendre pour les 42% qu'il voit au tier 2, c'est que clairement il est pas au même niveau que LeBron. Et c'est vrai, il est clairement pas au même niveau que LeBron. D'ailleurs, il faudrait créer un tier King spécial pour LeBron parce qu'il serait bien au-dessus. Et c'est vrai que probablement le gap entre Lowry et LeBron est plus important que le gap qu'il y a entre Lowry et tous ceux que j'ai mis au tier 2. Mais peu importe, je trouve que depuis le début de saison, Kyle Lowry, on a l'impression qu'il a toujours joué au hit, il affiche un niveau élite, pour moi c'est de l'élite vétéran, et pour moi ça mérite un tier 1, quoi qu'il arrive, même si clairement LeBron est au-dessus, peu importe. Moi je laisse Kyle Lowry au tier 1 pour sa capacité d'adaptation et pour tout ce qu'il apporte de positif dans une équipe qui win, et ça reste quand même très important pour moi. On enchaîne avec Paul Millsap, qui a joué 9 matchs depuis le début de saison, pour une dizaine de minutes par match, qui tourne à 3 points, 3 rebonds par match, en gros, avec des pourcentages assez moches, 36% au tir, 25% à 3 points. Et à Brooklyn, en fait, j'avoue que je suis un peu surpris, je pensais que Millsap, à la base, s'en sortirait mieux que Aldridge, parce que je savais pas du tout à quel niveau Aldridge allait revenir, et je pensais que Millsap serait largement devant dans la rotation, et c'est finalement l'inverse qui se passe, et j'ai l'impression qu'à 36 ans, la retraite pour Paul Millsap est de plus en plus proche. Quand il est sur le terrain, je le trouve un peu à la ramasse des deux côtés. En attaque, il a plus l'explosivité pour se créer des tirs, ce qui explique un peu ses pourcentages catastrophiques. Et en défense, malgré son poids qui est assez conséquent, il doit faire ses 115 kg, il peut pas lutter face au big parce qu'il fait que 2m01, il est pas hyper rapide et forcément c'est handicapant. Son temps de jeu est en constante baisse chez les Nets et je peux comprendre Steve Nash. Devant, il a des mecs comme Griffin, Claxton ou Aldridge qui apportent des choses bien plus convaincantes à mon sens. Et Millsap, en plus de ça, j'ai l'impression qu'il s'efface de plus en plus quand il rentre sur le terrain. Il a l'air de subir un petit peu dans son body language et je trouve que c'est pas très bon signe. Alors après, il a quand même beaucoup d'XP, il a un bon QI basket, un bon sens du placement. Malgré tout ce qui me déplaît un peu dans ce que j'ai vu cette saison, ça me paraîtrait trop sévère de le mettre au tier 5. Quand même, il en est pas loin, mais ça me paraît trop sévère. Donc je fais preuve un peu de tolérance et je le mets au tier 4. Mais attention, s'il redresse pas vite la barre là, il pourrait encore glisser. Parce que pour l'instant, Paul Millsap ne me convainc pas du tout sur ce début de saison. 12 o'clock midnight. Concernant Paul Millsap, vous êtes plus sévère que moi, vous êtes 54% à le voir au tier 5 et 46% à être d'accord avec moi à le voir au tier 4. Ceux qui le voient au tier 5 pensent qu'il est juste là pour avoir sa bague, qu'il fout plus rien sur un terrain. Moi je vous trouve un poil sévère quand même, mais je peux comprendre parce que moi-même j'ai dit que je le voyais déjà entre le tier 4 et le tier 5 et que s'il continuait je pourrais le descendre. Je vous trouve sévère, mais j'entends tout à fait cette sévérité avec Paul Millsap. La suite avec Chris Paul qui a joué 8 matchs depuis le début de la saison, qui joue un peu plus de 32 minutes par match, qui tourne à 13 points, quasiment 5 rebonds et 12 passes, avec des pourcentages intéressants, 47% au tir, 37% à 3 points, 81% au lancer franc, 2,3 interceptions aussi, ça c'est intéressant. Et bon, même si ici on analyse que la saison, je le répète depuis le début, c'est important de dire des choses sur la carrière de Chris Paul, parce que cette année,
quand même, et ça c'est des vrais accomplissements. Il est devenu le 3e meilleur passeur de toute l'histoire de la NBA, il a passé la barre des 20 000 points, et pour l'occasion c'est devenu le premier joueur, donc le seul joueur actuellement à avoir dépassé la barre des 20 000 points et des 10 000 passes, et je trouve ça d'une violence assez inouïe. Là, ok, à 36 ans, il peine à scorer comme il le faisait avant. Avant, il marquait sans trop de problèmes 15-16 points par match, même la saison dernière. Là, il est à moins, mais peu importe. Chez les Suns, d'autres peuvent mettre le ballon dans le panier, et Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il leur lâche des caviars, il en lâche plus de 12 en moyenne par rencontre, et actuellement, il est de loin, mais de loin, le meilleur passeur de la ligue. Personne, à part lui, n'atteint les 10. Je trouve que c'est super parlant. Il me semble que derrière lui, c'est Trae Young qui doit être à 9,5. Chris Paul, il est à plus de 12, donc c'est fou. Chez les Suns, il y a eu un début compliqué, c'est vrai, aussi bien sur le terrain que dans les journaux et les faits divers. Mais là, depuis quelques temps, Phoenix va mieux. Au moment où on fait le live, ils sont sur 4 victoires de suite, et pour ça, on peut vraiment féliciter le point god, à mon sens. Sur cette série de 4 victoires, il joue hyper proprement, il prend les bons shoots, il les met, il joue intelligemment, et surtout, en fait, il passe sa vie à servir ses potes quand il faut. Il a fait 18 passes face aux Pels l'autre jour, c'était assez incroyable. Et ce qui me plaît, c'est cette faculté à toujours accélérer, toujours à tirer le meilleur de lui dans les quatrièmes quart-temps. Quand le money time arrive, il est capable d'activer le mode vintage Chris Paul, et ça, j'apprécie. Il a toujours ces côtés qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, hein. Moi, ça m'a énervé pendant longtemps, mais ce côté petit général, qui est un super compétiteur, ça, c'est quelque chose, ça appartient à son identité, à sa personnalité. Ça se voit chaque soir, et ça aide les Suns pour sûr. Donc si je mets Kyle Lowry dans l'élite, même si je le dis bien sûr et je le répète parce que ça en a fait hurler certains, même si LeBron James est bien au-dessus, je suis obligé de faire la même chose avec Chris Paul. Donc c'est un tier 1 sans hésitation pour notre petit point god. 1 hour later. Concernant Chris Paul, vous êtes 86% à le voir dans le tier 1, 14% à le voir dans le tier 3. Et ça, j'avoue que c'est assez incompréhensible de l'imaginer dans le tier 3. Bon, il y en a qui se sont manifestés dans le chat. Apparemment, parmi ces 14% dans le tier 3, il y a un misclick. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas que des misclicks. Donc les autres, je sais pas pourquoi, faudra m'expliquer. Peut-être qu'ils scorent pas assez à votre goût. Mais bon, heureusement que le scoring, ça ne fait pas tout au basket. Heureusement qu'il y a des gens qui savent distribuer pour ceux qui vont mettre des paniers et les trouver dans les bonnes conditions. Et voilà pourquoi moi je le mets dans le tier 1. Et c'est un peu un no-brainer si on y met Kyle Lowry aussi. Prochain joueur, Rajon Rondo des Lakers, qui tourne depuis le début de la saison sur les 6 matchs qu'il a joué à 16 minutes par match, 4 points, 2 rebonds, 3,8 passes, à 30% au tir, 30% à 3 points, c'est pas trop mal, mais quand même son adresse globale est pas folle. C'est un joueur que j'aime bien à la base, avec son côté un peu taré, qui comme Chris Paul est un vrai compétiteur à l'extrême lui aussi, mais là, force est de constater, je trouve que ça fait 1 ou 2 ans que c'est compliqué pour notre cher Rajon Rondo, et là depuis le début de la saison, c'est un peu flagrant. J'ai l'impression qu'à 35 ans, il a plus du tout ses jambes d'antan, et on va pas lui en vouloir, on vieillit tous, mais il a beaucoup plus de difficultés qu'auparavant pour s'approcher du cercle, faire ses feintes, prendre les gens de vitesse ou pour ses appuis. Donc il est obligé de prendre beaucoup plus de mid-range ou de triple qu'à l'époque. Et le problème, c'est que Rondo, ça n'a jamais été un bon shooter. Alors après, par contre, Rajon Rondo, c'est un mec qui distribue, hein, il le fait encore, c'est sa signature, et il le fait pas trop mal. Mais je sais pas, je trouve quand même moins propre qu'avant dans toute la globalité de son jeu. Il perd quand même beaucoup de ballons, il fait de grosses erreurs, il a des chutes de concentration, et perso, ça m'inquiète un petit peu, hein, concernant Rondo, qui à une époque, il faut s'en rappeler, était un meneur de jeu élite, hein, et qui a déjà fini meilleur passeur de la ligue. En fait, j'ai l'impression peut-être que je me fais des films, mais comme s'il était frustré de plus avoir son niveau d'avant. Son geste de flingue là sur le spectateur du premier rang, je crois que c'était contre les Suns, illustre très bien ça. On le sent nerveux le Rajon Rondo en ce moment. Alors après, je veux pas faire de raccourcis faciles non plus, mais lorsqu'il a été présent, les Lakers n'ont obtenu qu'une seule victoire. Et à chaque fois qu'il n'a pas joué, les Lakers ont gagné. Donc impossible de dire que Rajon Rondo est le seul fautif de tout ça, impossible de dire que c'est une vérité absolue, mais bon, ça prouve certaines choses, ou en tout cas, ça peut soulever certaines questions, et ça montre que pour l'instant, en tout cas, le meneur vétéran n'a que peu d'impact dans les wins des Lakers. Alors peut-être que dans quelques mois, il me fera mentir, peut-être que son côté compétiteur reprendra le dessus, peut-être qu'on retrouvera rapidement le playoff Rondo qu'on aime tant, mais là, je dois dire que plus ça va et moins j'y crois. Je trouve que ce début de saison est compliqué pour lui, donc pour moi ça va dans le tir fort. On verra s'il peut faire mieux. Et plus ça va, plus je suis pessimiste pour Rajon Rondo. 2 hours later. Ok, let's go. Pour Rajon Rondo, vous êtes 64% à penser qu'il mérite le tir fort. Vous êtes 21% et moi, voilà, j'avais peur que certains me trouvent trop sévère avec lui, mais bon, quand même, je maintiens mon tir fort, mais voilà, vous êtes 21% à le voir au tier 3, et 14% à être bien sévère, et à le voir au tier 5, parce que vous pensez qu'il est complètement rincé. Et voilà, ça partage, mais je peux comprendre à peu près tout le monde ici.
On passe à Garrett Temple, qui a joué 8 matchs, qui joue 18 minutes par match, qui tourne à 5 points, 3 rebonds et une passe de moyenne, avec des pourcentages très moyens, 38%, bon il met 32% de ses 3 points, il fait quelques rebonds, il fait quelques contres et quelques interceptions qui peuvent être intéressantes, mais tout ça c'est quand même assez faible, et de toute façon, quoi qu'il en soit, Garrett Temple, c'est sûrement le vétéran avec le moins de hype dans tous ceux qu'on aborde aujourd'hui, c'est sûrement celui qui a eu la moins belle carrière aussi, et du haut de ses 35 ans, tout le temps, toute sa vie, il a toujours été un role player, mais là, j'ai l'impression que ce statut, même de role player, il a de plus en plus de mal à l'assumer. Et quand on voit qu'il joue aux Pels et que son équipe présente une victoire pour 9 défaites, c'est encore plus inquiétant de voir que ce statut de role player dans une équipe de fond de tableau, il peut pas le prendre. Willie Green, en plus, je pense qu'il aurait bien besoin d'un vétéran qui montre l'exemple et donne de la voix, et je suis pas sûr que Temple soit l'homme de la situation, en fait, pour remplir ce rôle. Il a une fâcheuse tendance à arroser et à prendre des shoots hors position. Alors après, c'est pas comme s'il avait régressé non plus, hein. Il a toujours été un petit peu comme ça, et en défense, il fait ce qu'il peut, hein. Il se place bien, il se bat pas trop mal, ça lui permet de voler quelques ballons, mais quand je vois la toute petite utilité qu'il a dans une équipe qui gagne pas, je peux pas faire autrement que le mettre au tier 5. 3 hours later. Pour Garrett Temple, vous êtes 82% à me rejoindre pour le tier 5, vous êtes 18% à être un peu plus tolérant à le mettre au tier 4. Bon, globalement, on est tous d'accord, c'est compliqué, voire pire que compliqué pour ce qui est de Garrett Temple. On enchaîne avec PJ Tucker, qui a joué 9 matchs depuis le début de la saison, qui joue 27 minutes en moyenne, qui tourne à des stats qui sont peu significatives, mais bon, quand même, 5 points, 5 rebonds, 1,6 passes, avec des pourcentages moyens, 39% au tir, 31% à 3 points, mais let's go. PJ Tucker, là, qui est champion en titre avec les Bucks, et qui est fraîche recrue du Miami Heat, ce mec, j'avoue, il a des failles, mais il est aussi de vraies qualités du haut de ses 36 ans. Il se bat, il prend des rebonds, il défend, il donne ses tripes, il rentre dans la tête de ses adversaires, et il peut mettre des triples en catch and shoot, et rien que tout ça, dans une équipe qui veut gagner et qui a des ambitions, c'est déjà pas mal, non? Encore plus dans une équipe qui manquait cruellement dans un poste 4 depuis le départ de Jake Roder. Moi je trouve ça vraiment nickel, son arrivée à Miami, il a su prendre et enfiler son costume à merveille jusque là, c'est un titulaire à part entière, et comme on le disait quand je parlais de Kyle Lowry, Miami gagne, alors ça suffira pas ce qu'il apporte PJ Tucker pour viser l'élite, hein, on est loin d'un franchise player, mais pour ce qui est d'être un role player dans une équipe qui veut la win, PJ Tucker c'est un sacré client, qui ira hustle, qui apportera toutes ces petites choses que les coachs adorent, et si Lowry correspond parfaitement à la culture du Heat et de Spoelstra, je trouve que ces traits-là, ils sont encore plus flagrants chez PJ Tucker, il apporte vraiment son sens du sacrifice, il apporte son expérience de la win, c'est tout ce dont Miami avait besoin, donc moi je me dis que c'est minimum un tier 3 quand je vois les joueurs qu'il y a là, et c'est vraiment mérité d'être aux côtés de mecs comme Iguodala, George Hill et Taj Gibson, il fait peut-être même partie en tout cas des meilleurs de ce tier 3, même si je trouve ça encore un peu juste pour le mettre au tier 2. Later. Pour PJ Tucker, vous êtes 64% à me rejoindre au tier 3, et d'autres, je peux comprendre, 36% le voient au tier 2, et personne le voit ailleurs. Voilà, pour moi, de toute façon, il est entre les deux, il me semblait un peu léger pour être au tier 2, mais maintenant, peut-être qu'avec sa place de titulaire, il mérite d'être classé un peu plus haut. En tout cas, je comprends tout à fait ceux qui le voient plus haut, donc pas de souci pour moi avec ça. On va finir avec Lou Williams, qui a joué 7 matchs depuis le début de la saison, qui joue 11 minutes par match pour des moyennes de 5 points, et le reste c'est très peu significatif, avec des pourcentages qui sont très moyens. Et pourtant, j'ai pas envie d'être trop méchant, parce que sur toute sa carrière, c'est l'un de mes joueurs préférés. Si j'ai mis son maillot au fond, c'est pas un hasard. C'est clairement l'un des tout meilleurs 6e hommes de l'histoire. Et vous imaginez, hein, j'aime bien les 6e hommes, moi. Et j'ai un immense respect à lui, qui a su épouser son rôle à la perfection pendant toute sa carrière. Donc ouais, Lou, je te kiffe fort. Et pourtant, je vais être dur, hein, pas le choix. Je crois qu'il est conscient que son niveau diminue aussi. Il a annoncé lui-même que c'était potentiellement sa dernière saison en carrière. On peut pas lui en vouloir, à 35 ans, de plus réussir à avoir l'impact qu'il avait il y a 3-4 ans, ne serait-ce qu'il y a 3-4 ans. Toute sa carrière, de toute façon, il l'a construite autour de son côté dynamiteur, et au bout d'un moment, mettre, 10-12 points en 7-8 minutes comme il le faisait avant, tu peux plus avoir les jambes tout le temps quand tu vieillis, et ça, je peux l'entendre. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son shoot ne veut pas rentrer, il a 32% au tir, 20% à 3 points, c'est pas très beau, et pour un gars à qui on ne demande que ça, de mettre des shoots, ça craint un peu. J'aimerais bien qu'il puisse me refaire rêver rapidement, au moins l'histoire de quelques matchs, quoi, le voir prendre feu encore au moins une ou deux fois, et apporter aux Hawks une dernière fois son côté étincelant que j'aime tant. Donc voilà, pour son immense carrière de 6e homme, il mérite de sortir par la grande porte, j'ai envie de dire. Mais là, force est de constater que depuis le début de la saison, il en est loin de ce niveau que j'aimerais qu'il atteigne, que la grande porte, il va falloir aller la chercher. Donc même si ça fait mal à mon petit cœur, je mets
Lou Will au tier 5 avec les rincés. Et ça pique quand même de faire ça. 20 minutes later. Allez, pour Lou Will, vous êtes 56% à me rejoindre au tier 5. 44% à le mettre un peu plus haut au tier 4. La plupart l'ont dit, hein, tous ceux qui l'ont mis au tier 4, c'est à l'affect pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière, etc., etc. Et je peux comprendre, c'est très dur de se détacher de l'affect pour quelqu'un comme Lou. Voilà, moi aussi je kiffe, mais ça m'aurait paru trop subjectif de le mettre au tier 4. Vous l'avez fait, donc c'est peut-être moi qui suis trop sévère. En tout cas, peu importe, on va finir comme ça. Et j'ai trouvé que qu'on a réussi à faire une liste assez intéressante, hein, tous ensemble, qui finit par Lou, et finalement, pour laquelle on a été assez régulièrement d'accord. Et ça fait plutôt plaisir. Épilogue. Si on fait le gros bilan, la plupart des discussions, ça a été concernant LeBron, et là-dessus, je vous rejoins tous, hein, il méritait un tier king à lui tout seul. Certains voyaient Carmelo Anthony un peu plus haut, certains le voyaient au tier 1, moi par contre je trouve qu'il est bien là-dedans, même si je veux bien entendre qu'avec son début de saison et son adresse insolente, il fait partie de l'élite de ce tier 2. Il y a eu pas mal de débats au niveau du tier 3 aussi, sur pas mal qui voyaient PJ Tucker plus haut. Pour moi, forcément, comme je le dis à chaque fois d'ailleurs, c'est impossible qu'on ait que des joueurs du même niveau à un échelon, et c'est sûr qu'un PJ Tucker, par exemple, est bien meilleur qu'un Taj Gibson, donc il fait partie du haut du panier de ce tier 3. Il me semblait un peu limite pour être tier 2, mais ça se discute. Si on fait le bilan du tier 4, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop eu de discussion là-dessus, à part certains qui voyaient Paul Millsap plus bas dans ma mémoire, mais bon, là-dessus on était tous assez d'accord pour ce tier 4. Et pour le tier 5, les plus grosses discussions ont été pour Lou Williams, ou comme on vient de dire, l'affect a beaucoup parlé, et pour Goran Dragic, qui, même s'il ne joue plus, certains croient beaucoup en lui, mais bon, comme je disais aussi dans ce live, l'idée c'est pas de capitaliser sur ce qu'on croit que peuvent devenir les joueurs, mais de voir ce qu'il en est sur le niveau actuel. C'est vrai que par contre, Goran Dragic a sûrement beaucoup d'excuses par rapport au contexte, et à sa non-motivation et sa non-volonté affichée pendant l'intersaison de jouer à Toronto. Alors ça vous a plu? Vous êtes d'accord avec mes classements pour les vétérans? Vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous auriez changé dans mon tableau final. Et puis par-dessus le tout, n'hésitez pas à me dire aussi si le combo moustache pour le Movember, chemise flamant rose pour fêter le sub-goal sur Twitch vous a convaincu. Moi je dois l'avouer, il va me falloir encore un petit temps d'adaptation pour remettre tout ça. En tout cas, faut que je le rappelle, si vous voulez suivre la saison de tous ces vétérans, mais aussi de tous les joueurs NBA, il n'y a qu'une seule solution, c'est le League Pass. Et oui, vous le savez, pendant le mois de novembre, je suis encore en affiliation avec eux. Et c'est trop cool, j'ai envie de rester ambassadeur de la NBA, et tout ça c'est grâce à vous, c'est parce que vous en avez pris pas mal. Alors s'il vous plaît, continuez, et pourvu que ça dure comme on dit, pour ça il suffit de cliquer, de kiffer en regardant le League Pass, ça soutiendra la chaîne, et on ira tous de l'avant. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne en cliquant sur le bouton rouge, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Attention, tous ceux qui ne le feront pas, je créerai un tier 6 exprès pour eux, quel que soit votre âge. En tout cas, gros merci à tous ceux qui sont restés jusque là, ça c'est très important pour le référencement, il faut pas sous-estimer ça, et gros big up aussi à tous ceux qui soutiennent pour le Movember et sur Tipeee. A très vite. Лукак, стали крупно дышать. Отлично.